Cette méthode concerne la dissertation en philosophie. Voici ce qu'il faut savoir sur elle. Si j'ai l'habitude de voir deux personnes toujours ensemble, appelons-les Pierre et Paul. Lorsque je verrai Pierre tout seul, je m'attendrai à voir aussi Paul et je me demanderai où se trouve Paul. Suivant ce principe, quand j'entends le mot glace, je pense au froid et quand j'entends le mot feu, je pense à la chaleur. Cette constante liaison entre les mots que nous tenons par l'habitude est le principe de cette méthode. Rappelons ce qu'est une dissertation. Faire une dissertation n'est autre chose que montrer la relation entre deux ou trois concepts contenus dans une question. En ce qui concerne les épreuves de terminale, cette relation est en général entre deux concepts. Ces concepts sont contenus dans une phrase qui, le plus souvent, se présente sous une forme interrogative. Le premier piège à éviter est de ne pas se laisser abuser par cette forme interrogative. Très souvent, les candidats ne voient dans le sujet que sa forme interrogative et ne se soucient que de vouloir répondre. Cette réponse se présente souvent sous la forme oui, non. Or, la question en philosophie n'appelle pas nécessairement une réponse, elle exige un traitement. Le sujet demande à être considéré comme problème. C'est aussi à cette exigence que répond cette méthode. Nous savons à présent ce qu'est une dissertation. Voici schématiquement ce qu'est la méthode par moyen terme. Nous avons considéré le cas où le sujet comporte deux concepts. Les concepts 1 et 2 sont contenus dans le sujet. Ils sont pour ainsi dire fournis. Il faut juste les identifier. Le concept 3 est le premier à trouver. Il est le plus déterminant parce qu'il est la clé qui permet une bonne compréhension du sujet. Ce concept 3 est le moyen terme entre les concepts 1 et 2. En logique, on dira que le concept 3 est le genre dont les concepts 1 et 2 sont les espèces. Le principe qui prévaut ici est que pour interroger une espèce, il faut remonter à son genre. Par exemple, savoir ce qu'est une table, c'est pouvoir la qualifier comme une espèce de meuble. Le concept 4 est le moyen terme entre les concepts 1 et 3. Le concept 5 est le moyen terme entre le 2 et le 3. Le concept 6 est dans une relation d'opposition ou de complémentarité avec le concept 3. Ce concept nous permet, dans la troisième partie, de faire varier le point de vue. Les concepts 7 et 8 interviennent dans la troisième partie. Pour qui veut faire une dissertation en deux parties, sachant qu'elle en compte normalement 3, il faut s'arrêter au concept 5. Cette méthode est particulièrement exigeante et elle nécessitera de l'entraînement. Mais sachez aussi qu'il n'existe aucune méthode, aussi bonne soit-elle, qui vous dispenserait de la retravailler et de l'adapter au type de sujet, à votre compréhension et à votre rythme de travail. Comme le disait Wittgenstein au début du Tractatus, une méthode est comme une échelle. Une fois qu'elle nous a permis de grimper jusqu'où nous voulions aller, on peut la laisser tomber, on peut s'en passer. Quand vous saurez faire une dissertation, vous n'aurez plus besoin de méthode car vous l'aurez intégrée à votre façon de faire. Puisqu'une méthode ne vaut pas par elle-même, passons donc à un exemple. Voici un sujet qui a été donné à l'épreuve de philosophie au baccalauréat. Peut-on être insensible à l'art? Pour ce sujet, le concept 1 est l'art.
car c'est la notion au programme. Et le concept 2, c'est être insensible. Si je prends être insensible comme concept 1, je risque de faire un hors-sujet. Voici ce que j'appelle le squelette de la dissertation. Tous les concepts que nous devrons analyser tout au long de la dissertation y sont. Les relations que ces concepts entretiennent apparaissent aussi. Le premier terme moyen entre l'art et être insensible est la perception. Pour vérifier sa justesse, on se demandera si l'art et être insensible sont deux espèces du genre qu'est la perception. On peut en effet considérer l'art comme une espèce de perception et être insensible peut être vu comme une espèce de perception, mais en tant que privation ou négation. Le terme moyen que l'on trouve entre l'art et la perception peut être l'émotion, concept 4. Entre la perception et être insensible, on proposera la sensation en concept 5. Nous percevons les objets par nos sens, mais l'art use en plus d'une autre faculté qu'est l'imagination, raison pour laquelle l'art et être insensible ont pour terme moyen qui les distingue l'imagination, en concept 6. On peut considérer la création comme terme moyen entre l'art et l'imagination, concept 7, et l'inspiration comme terme moyen entre l'imagination et être insensible, en concept 8. Vous comprenez maintenant pourquoi cette méthode s'appelle méthode par moyen terme. Je me suis inspiré de l'expression d'idée moyenne dont parle Locke au paragraphe 7 du chapitre 2 du livre 4 de l'essai sur l'entendement humain, édition livre de poche. Comment trouve-t-on ces concepts? Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début à propos de Pierre et Paul que j'ai l'habitude de voir ensemble. Ces concepts sont liés soit par une accoutumance d'usage, soit par conjonction logique. Leur particularité est qu'ils gravitent tous autour de notre concept 1 qu'est l'art. Sachez que le repérage des concepts se fait surtout quand nous lisons les textes de philosophie. En ce sens, l'explication des textes peut être un auxiliaire à la dissertation. C'est-à-dire qu'en lisant un texte de Bergson ou Nietzsche sur l'art, on peut se demander quel usage on en aurait fait sur un pareil sujet. Comment faut-il ranger ces concepts pour faire émerger un plan? Le concept de l'art, concept 1, doit nécessairement figurer dans la première partie. Il est accompagné de la perception, concept 3, et de l'émotion, concept 4. La deuxième partie analyse être insensible, concept 2, mais en tant qu'il est lié à la perception, mais aussi à la sensation. La troisième partie fait varier le point de vue en passant de la perception à l'imagination. Cette troisième partie analyse la question en usant de la création et de l'inspiration. Quels sont les éléments que doit contenir une introduction? Ces éléments sont au nombre de 3. D'abord la situation du sujet, ensuite la problématique et enfin l'annonce du plan. Qu'est-ce que situer un sujet? C'est déterminer dans quel domaine de la philosophie le sujet se situe. Pourquoi est-ce si important de le mentionner? Le traitement du sujet peut déborder ce domaine. Il faudra à la conclusion montrer comment le traitement du sujet nous amène hors de ce domaine et entraîne des implications dans d'autres domaines. Un sujet se situant dans un cadre esthétique, comme notre exemple,
peut avoir des implications d'ordre psychologique. Le deuxième élément qui doit figurer dans une introduction est la problématique. Qu'est-ce que la problématique? C'est la qualification en termes philosophiques d'une question, la rendant ainsi traitable avec les outils de la philosophie que sont les concepts. Voici un exemple. Un homme a pris un objet dont il n'est pas le propriétaire. Il est amené devant un juge. Pour traiter ce fait, le juge devra juridiquement le qualifier. Le juge va dire ce que prévoit le Code civil pour un tel délit. Comme le juge qualifie juridiquement un fait, le philosophe qualifie philosophiquement une question et c'est cette qualification que nous nommons problématique. Pour la trouver, on procédera par deux étapes. La première étape est celle de la spécification. Il faut déterminer quelle relation le concept 1 entretient avec le concept 3. Pour notre exemple, on se demandera quelle relation l'art a-t-il avec la perception. C'est véritablement ici que commence la difficulté d'une dissertation. Une fois cette relation trouvée, une fois que l'on a déterminé que l'art est ce qui apparaît à la perception, en termes spéculatifs, on dira par exemple l'art est apparence pour la perception. Une fois que l'on a ainsi spécifié, c'est-à-dire déterminé le rapport que l'espèce entretient avec son genre, on peut alors reformuler la question. Cette reformulation commence toujours par si, pour montrer qu'il s'agit d'une hypothèse, une supposition, à être appelée à être modifiée au cours de la dissertation. Alors voici notre hypothèse. Si l'art est apparence pour la perception, peut-on y être insensible? Pour savoir si une problématique est pertinente, il faut qu'elle fasse émerger une contradiction, un paradoxe ou un malentendu. Traiter la question reviendra donc à lever ce paradoxe ou cette contradiction. La contradiction ici réside dans le fait que l'art puisse apparaître et que l'on puisse en même temps y être insensible, ce qui est contradictoire, car si l'art nous apparaît, c'est que nous y sommes sensibles. Vous voyez bien que entre le candidat qui s'apprête à répondre par oui et non à ce sujet et celui qui pose une telle problématique, il n'y a aucune comparaison possible. Et c'est ça où se joue la différence des points à un examen. Le troisième élément d'une introduction est l'annonce du plan. Il faut introduire chacune des parties par une question. Dans la première partie, on questionnera le concept 1 en se servant des concepts 3 et 4. Dans la deuxième partie, on questionnera le concept 2 en se servant des concepts 3 et 5. Pour un élève moyen, la dissertation peut se limiter à deux parties. Il est préférable de faire une bonne dissertation avec deux bonnes parties qui ne se répètent pas que d'en faire avec trois parties où la troisième manque de consistance. La troisième partie est celle où on fait varier notre hypothèse en procédant à une autre spécification, ce qui nous donne à peu près ceci. Qu'est-ce que l'imagination pour l'art? Réponse, l'imagination est cause de l'art. Et on reformule. Si l'imagination est cause de l'art, peut-on y être insensible? Dans cette partie, l'art et l'insensibilité sont interrogés non plus du point de vue de la perception, mais du point de vue de l'imagination. Cette méthode comporte cependant un risque majeur qui serait de diviser les termes de la question, ce qu'il ne faut jamais faire.
Il faut, à travers la variation des concepts, toujours maintenir la question posée sans la substituer et sans la perdre de vue. Les diapositives sur le développement nous montreront comment il faut rester collé au sujet. Pour toutes les questions que vous aimeriez poser, allez sur la page Facebook de la méthode qui s'affiche. Je vous répondrai volontiers. Merci.